مرحبا بكم الكل على موجات اكسبريس اف ام. حاضره معنا ساره مرسي في الاستوديو، المسؤوله الاولى على عمليات الاي اف سي في تونس، ذراع تمويل القطاع الخاص تبع البنك الدولي. Alors, bonjour, bienvenue de nouveau. On a parlé tout à l'heure quelques secondes. On va parler après de différentes initiatives ici locales ou qui ont eu lieu en Tunisie. Mais bien avant ça, pour ceux qui ne connaissent pas, AFC, ce que vous faites en Tunisie et ce que vous faites un petit peu sur la région. Mais on commence par ce que fait l'AFC. Excellent. Bonjour, bonjour Wassim, bonjour à toutes et à tous et merci de me donner cette opportunité. Excellente question, vraiment, parce que c'est vrai que quand on travaille à l'AFC, on pense que tout le monde nous connaît et ce n'est pas le cas. Nos collègues de la Banque mondiale sont très connus. À l'AFC, ce qu'on fait, comme vous l'avez dit, donc on est une institution financière multilatérale de développement et on se consacre à financer et conseiller le secteur privé dans les économies émergentes. On travaille de l'Amérique latine à l'Asie, en passant évidemment par l'Afrique, qui est un continent prioritaire pour nous. Si on prend l'an dernier, donc l'année 2023, on a investi 43 milliards de dollars dans différents secteurs. Vous allez nous trouver actifs dans les secteurs financiers, beaucoup, dans des logiques d'inclusion financière, de financement de projets verts. On fait beaucoup d'infrastructures, de financement de l'industrie et aussi de technologie. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Alors, par rapport aux opérations en Tunisie, vous avez des investissements donc en Absolument. cours qui ont déjà eu lieu. Vous avez certainement des investissements à venir, et s'ils sont à venir, probablement vous allez pas nous en parler, enfin, ou peut-être par secteur. Mais voilà, comprendre un petit peu les secteurs qui vous intéressent, que vous regardez de près, le type d'investissement que vous pouvez, vous voulez, vous souhaitez ou vous cherchez à faire en Tunisie. Et puis après on parlera de ce que vous faites du manière générale, parce que vous arrivez via d'autres canaux à vous attaquer à de beaucoup plus petits tickets indirectement, même sur les startups, etc. Mais ça on va y arriver, mais dans l'ADN même de l'AFC, ce que vous faites Bien actuellement. sûr. Donc en Tunisie, où on est actif depuis 60 ans, on a un portefeuille aujourd'hui de 120 millions de dollars qui est réparti, en fait, c'est intéressant parce qu'il n'est pas si grand que ça, mais il est réparti dans différents secteurs. J'ai parlé tout à l'heure du secteur financier. On a Attijari Bank en client. On a aussi Endatamwil. On a beaucoup soutenu la thématique de l'inclusion financière, que ce soit à travers Endatamwil depuis plus d'une vingtaine d'années, mais aussi par un soutien à l'amélioration des lois et du cadre réglementaire. Et donc, il y a une loi sur l'inclusion financière qui est en cours de préparation, on s'en réjouit. On a fait aussi des financements directs à des entreprises tunisiennes. Je pense notamment à CHO, donc premier producteur et exportateur d'huile d'olive en Tunisie, qu'on accompagne depuis 2014. Je pense notamment à VACPA, premier exportateur de dattes, qui est notre client depuis quelques années déjà, et à OneTech Holding, qu'on a accompagné à plusieurs reprises. En fait, je mentionne les dates parce qu'on investit vraiment dans la durée, et la durée, la qualité de la relation qui s'approfondit à travers le temps, c'est vraiment quelque chose qu'on voit. Donc OneTech Holding, on avait investi dans l'une de leurs filiales FUBA en 2008 et on les a financés plus récemment durant la pandémie pour leur expansion en Tunisie, mais aussi au Maroc. On va parler d'investissement sud-sud, donc on y reviendra. Enfin, il reste deux autres secteurs que je n'ai pas mentionnés, les infrastructures. Et on a été très fiers parce qu'en septembre dernier, on a financé le premier projet solaire privé à Kerouan, donc 100 mégawatts de capacité qui vont être installés, qui vont alimenter le réseau tunisien en énergie verte. C'est un projet qui est développé par une entreprise émirienne, Amea Power. Et enfin, le Venture Capital, on a investi dans Flat Six Labs. C'est un investissement qui a fait partie de notre projet de soutien à l'écosystème entrepreneurial en Tunisie, qui a bien mûri avec le temps, et donc on s'en réjouit. Très bien. Alors, pour revenir justement donc, dans les groupes que vous avez cités, ça je le sais parce qu'on a suivi, enfin on regarde l'actualité économique de très près sur Express FM, donc vous l'avez expliqué à Quantech Holding, etc. Donc vous êtes dans la durée, vous investissez de nouveau. Comment ça se passe? Est-ce que c'est des prêts ou ça passe forcément par du capital? Donc c'est des entrées en capital. Quelles sont les différentes formules?
s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, on sait qu'il y a pas mal de grands groupes tunisiens qui ont de l'appétit, qui s'internationalisent aujourd'hui, qui peuvent justement prétendre à ce type de partenariat, si j'ose dire, avec l'AIC. Donc, quelles sont les différentes formules? Absolument. Donc, on a une palette d'outils financiers. En général, on aime commencer par le prêt, mais ce qui est fondamental, c'est on part de la demande du client. C'est ça la base de travail. On ne vient pas avec une idée préconçue sur l'instrument. Mais c'est vrai que le prêt, c'est un peu, j'aime le dire, comme les fiançailles. Donc, c'est une façon d'apprendre à se connaître et de voir aussi bien pour nous que pour notre client. Est-ce que finalement la valeur ajoutée de l'IFC, puisqu'on prétend, j'espère qu'on est additionnel par rapport à une banque commerciale, est-ce qu'elle se matérialise? Voilà, parce qu'en réalité, j'ai parlé d'impact investing au Big Tech l'an dernier. Il y a le moment de l'investissement et puis il y a le moment du suivi. Oui, la semaine dernière. Il y a le moment du suivi de l'investissement et de la sortie. De la semaine. Une semaine en timing Sarah Morsi, c'est un an. D'accord. C'était très dense. Mais donc on aime en général commencer par la dette. Quand on intervient à titre direct, en général, encore une fois, on investit à partir de 5 millions de dollars. Et la raison c'est quand c'est les prêts. Ça, c'est pour les prêts. D'accord. Pour l'equity, c'est un peu plus haut. Et j'y reviens. Et je peux expliquer pourquoi cette taille de ticket, etc. On peut y revenir parce qu'on nous interroge souvent, en particulier quand on a un mandat de financement de la PME. Donc ça, c'est le prêt qui est en général long terme, de 5 à 20 ans, tout est possible. Et ensuite, on a des instruments court terme qu'on utilise plus avec les banques, des garanties de trade finance qui visent à faciliter les échanges commerciaux et qu'on utilise beaucoup en Afrique. Et on a évidemment l'equity. Donc, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, quand j'ai décrit notre activité tunisienne, le fait qu'on ait investi dans des sociétés de capital investissement et dans des gestionnaires dans lesquels on a pleinement confiance ici. Je vais citer Afrique Invest, SPE Capital. On a aussi MCP qui investit dans la région. Et donc, on investit soit à travers des fonds de private equity qui vont ensuite, eux, investir dans des entreprises tunisiennes et nord-africaines, soit on investit en direct en equity. Je vous l'ai dit, on l'a fait avec OneTech en 2008 et c'était l'entrée en relation. Donc, pourquoi pas. Et on a un autre projet qu'on regarde attentivement. Donc, c'est possible. D'accord, donc ça c'est un scoop en soi. Et dette donc 5 millions, en equity c'est... En général plus de 10 parce que c'est un instrument un peu plus lourd à mettre en œuvre. Donc idéalement 15-20, mais vous connaissez le capital investissement en Tunisie, il n'y a pas des transactions de cette taille-là tous les jours. D'accord. Mais justement, alors, est-ce que ça prend beaucoup de temps à mettre en place? Comment fonctionne la machine AIC? Je ne parle pas forcément du lenteur genre administratif, je parle parce que justement, limite aujourd'hui, c'est un gage c'est plus que, il y a une partie, c'est l'argent, mais il y a une partie, c'est l'AIC qui sont avec nous. Donc, et justement, et ça se fait pas en une semaine. Je l'aurais dit. Ça, on connaît un petit peu en Suisse ce que fait l'AIC, c'est pas par lenteur, mais parce que justement, c'est cette garantie-là que vous devez garantir vous-même. Donc, vous n'entrez pas si facilement dans des projets, en fait. Non, absolument. Il y a plusieurs volets dans notre analyse. Donc, quand on va investir dans une entreprise, on va évidemment regarder sa solidité financière, ses projections, l'usage qu'elle va faire des fonds. Donc, ça, c'est tout le volet financier de l'analyse. Mais on a également des standards ESG, environnementaux, sociaux, de gouvernance. Et c'est souvent la due diligence sur ce genre de standards qui prend du temps. Je vais vous donner un exemple. Il y a un projet qu'on analyse là depuis 6-8 mois. Sur le volet environnemental, on l'a jugé comme particulièrement risqué. Il demandait des autorisations. On a aussi souhaité que le client mette en place toutes les mesures nécessaires pour que l'impact environnemental soit réduit avant d'investir. Et donc, effectivement, ça peut prendre du temps, mais j'ai envie de dire, c'est le temps de la qualité. Et c'est ce qui fait que quand un investisseur commercial ou étranger regarde une entreprise dans laquelle IFC est investi, ça envoie un signal positif et ça crée de la confiance au niveau de l'investisseur. Donc c'est le temps aussi d'acquérir quelque part presque une marque ou un label IFC qui va permettre de lever d'autres financements. Et il y a un deuxième sujet que vous évoquez, Wassim, c'est un peu les lenteurs administratives qui existent dans nos institutions. Je pense qu'on ne peut pas l'ignorer. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis 2020-2021, IFC s'est engagé dans un processus de simplification de ses procédures et notamment de délégation du pouvoir de décision. Et donc, on est très,
très content en tant qu'opérationnel à IFC parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont dans les mains, par exemple, de notre directeur régional basé au Caire et qui ne vont pas nécessairement à Washington. Et ça permet de raccourcir le circuit et de donner des réponses plus rapides à nos prospects. Très bien. Alors, par rapport à ces tickets, comment vous décidez? On fait 5 au moins, ou plus, on fait 10, comment ça se décide? Est-ce que c'est processé? Vraiment, je me dis, c'est l'interview vérité, quoi, ce matin. C'est vraiment qu'une bonne fois pour toutes, il y a pas mal de questions qui reviennent souvent, en fait, entre autres celles-là. Oui. Bon, la taille de l'investissement, elle se décide d'abord en fonction de la taille du projet. Surtout quand on dit AFC, on dit ça finance les PME, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Donc, c'est vrai. Donc là, j'imagine, il y a des auditeurs qui nous écoutent, PME, minimum 5 millions, ouais. Bonjour. Oui. Je pense que, comment on décide, c'est un peu un constat du temps et des ressources que ça nous prend en interne de conduire nos due diligence par rapport aux bénéfices, pas que pour nous, mais aussi pour notre client. Et donc, d'expérience, c'est ce seuil qui fonctionne bien. L'expérience dit aussi qu'en deçà de 5 millions de dollars, souvent les banques commerciales arrivent à financer les projets. Je ne dis pas qu'elles ont toujours l'appétit pour le risque. On sait par exemple qu'en Tunisie, comme dans tous les pays d'Afrique, l'agriculture est sous-financée. Donc, il y a des projets de petite taille qui ne sont pas financés. Mais en deçà de 5, on trouve, par efficacité, on passe par des intermédiaires. Et encore une fois, les intermédiaires, c'est à la fois le secteur bancaire, ça peut être la microfinance, ça peut être les sociétés de leasing qui fonctionnent très bien en Tunisie, et ça peut être également les fonds de venture capital et de capital investissement qui vont pouvoir mieux accompagner les porteurs de projets et être plus rapides et plus efficaces que nous. Très bien. Aujourd'hui, vous faites via, par exemple, Flat Six Lab, vous touchez les startups, etc. Est-ce que vous allez varier, augmenter ce type de collaboration à l'avenir ou ce type de partenariat? Absolument. On a eu l'occasion, Wassim, la première fois quand on s'est vu, de parler un peu de notre projet Accelerate for Youth et de comment on avait accompagné, pas seulement Flat Six Lab, mais aussi l'incubateur, accélérateur Impact Partner. Et donc, on a vu... Vous êtes dans l'investissement Impact, donc voilà, c'est pertinent. Absolument. Et on a vu, on a touché du doigt vraiment la dynamique entrepreneuriale tunisienne. Et évidemment, oui, on a de l'appétit pour continuer. On va le faire... encore une fois, à travers des fonds régionaux, il y a un investissement qui va être annoncé bientôt et qui, dans un fonds d'investissement qui va pouvoir intervenir en Tunisie. On est aussi en train de financer une étude avec une start-up tunisienne pour mieux comprendre son marché et envisager après potentiellement un investissement. Et je mentionne l'étude parce que parfois, il y a des projets très intéressants qui nous arrivent où soit IFC n'a pas nécessairement l'expertise de ce marché, en particulier sur la tech, qui est en évolution constante, où on ne peut pas prétendre tout savoir. Et donc, on fait ce qu'on appelle de l'upstream. On étudie avec notre client le marché, les paramètres de l'investissement, avant d'être en capacité d'investir. Et ça, c'est une activité importante pour nous et qui apporte aussi de la valeur ajoutée. Très bien. Alors, je suis un petit peu aussi les questions des auditeurs. Bon, ça revient autour de ce qu'on est en train de faire. Alors, comment ça marche? Il y a une question qu'on n'a peut-être pas abordée en une seconde tout à l'heure. Vous avez dit on répond aux besoins du client. Donc, comment ça marche? Est-ce que c'est une démarche où vous allez voir les clients, vous allez chercher de clients potentiels ou c'est eux qui s'approchent de vous? Comment ça se passe concrètement? Oui. C'est un mix des deux. Il y a des clients, en particulier des grandes entreprises qui nous connaissent déjà. Il y a des conseillers financiers qui nous connaissent déjà et qui nous amènent des opportunités de financement. Et après nous, il y a des thèmes qui nous tiennent à cœur. Et typiquement, par exemple, la sécurité alimentaire. On a une initiative panafricaine où on veut travailler avec des actech pour améliorer la sécurité alimentaire de l'Afrique. On importe, en tant qu'Africain, 93 milliards de dollars de nourriture par an. Et on pense que la technologie peut aider à agréger les petits producteurs et à fournir des solutions, bref. Et donc là, on va être proactif. On va aller identifier les actech en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Égypte et en Afrique subsaharienne, évidemment. Donc voilà, sur certains thèmes, que ce soit sécurité alimentaire, développement d'énergie renouvelable, la thématique de l'eau en Tunisie, qu'on va regarder avec beaucoup d'attention avec la Banque mondiale, on fait preuve de proactivité et on va dénicher les projets et leurs porteurs. Très bien. Alors,
On va marquer une courte pause. فاصل قصير مستمعينا نرجعوا نحكيوا مع السيدة سارة مرسي. باش نحكيوا شوية على شمال افريقيا، العمليات شمال افريقيا، نحاولوا من خلال عين لا سي نفهموا ان بو لي ايكو سيستيم في المغرب، في الجزائر الى اخره، شنو هما القطاعات ممكن هكا وين الفرص، ثم باش نحكيوا على التظاهرات الاقتصادية الكبرى اللي صايرة في بلادنا، أهمية التكنولوجيا، أهمية العلاقات التونسية الإفريقية بصفة عامة، هذه الكل باش نسلطوا عليه الضوء بعد شوية في حوارنا مع السيدة سارة مرسي المدير تاع IFC في تونس. مواصلين في برنامجكم مع ضيفتنا السيدة سارة مرسي في مديرة IFC في تونس. Alors, une question essentielle et elle me permet d'aller sur un petit peu la région, sur l'Afrique du Nord. Alors aujourd'hui, il y a parfois ou même souvent, enfin, on voit des projets assez intéressants qui font un chiffre d'affaires assez intéressant en Tunisie, qui créent de l'emploi, qui peuvent répondre aux critères que vous mentionniez tout à l'heure, mais pourtant ils ne sont pas dans le scope, ou alors ça n'aboutit pas parce que justement il y a la Tunisie, mais on est sur un continent, on est sur une région, et parfois voilà, il n'y a pas IFC Tunisie, même s'il y en a un, enfin il y a une directrice de IFC Tunisie qui est là devant moi, mais ça communique enfin entre collègues, donc il y a parfois des opportunités peut-être bien plus intéressantes ou qui mériteraient plus de financement, qui peuvent être au Maroc ou en Algérie ou ailleurs, hein. Donc c'est ça ce qui est intéressant, hein, c'est qu'il y a cet overlook, et je veux en profiter en même temps pour savoir un petit peu comment ça se passe sur d'autres marchés, quels sont les secteurs, quel type de projets sur lesquels vous êtes. Ça peut donner, voilà, encore une fois, la référence un peu à IFC, le brand, quoi. Donc ça peut donner une idée aux auditeurs qui nous écoutent ce matin sur comment ça se passe dans ces pays-là. Absolument. Alors Wassim, oui, je vois passer de très beaux projets en Tunisie, c'est vrai. Donc quand on voit des projets, on n'est pas forcément en train d'arbitrer entre le Maroc, la Tunisie, etc. Ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout investisseur international dont IFC fait partie va être plus ou moins contraint par ce qu'on appelle la notation risque pays. Donc aujourd'hui, la Tunisie a connu une série de défis économiques qui fait que le pays n'est pas extrêmement bien noté. Donc ce qui est bien, hein, c'est qu'il y a des agrégateurs macroéconomiques qui se rétablissent. Mais c'est vrai que la notation pays, je l'explique parce que je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent, elle va impacter l'appétit pour le risque d'un investisseur, là je ne parle pas que d'IFC, et elle va aussi impacter le prix, le taux d'intérêt. D'accord, on se dit, ah là là, donc le pays va pas très mal, par exemple, si on investit en dollars, est-ce qu'on va pouvoir ensuite ressortir nos dollars, etc. Donc il y a ce genre de questionnement, et nous on fait beaucoup de travail, notamment avec les investisseurs dans le domaine des énergies renouvelables et les développeurs pour les rassurer, parce qu'on maintient un appétit, mais il y a d'autres projets où on va pas être complètement à l'aise, notamment les projets, par exemple, dans l'industrie qui sont complètement exposés au marché local, parce qu'on va chercher de la diversification, et de la diversification par l'export. Et l'une des raisons, encore une fois, c'est que nous, on investit en dollars ou en euros. Et il faut pas qu'on mette notre client à risque.
C'est-à-dire, je ne souhaite pas évidemment que la devise, le dinar tunisien dévisse, et c'est plutôt bien comporté, mais on peut pas mettre nos clients en difficulté. Donc c'est un sujet aussi de responsabilité pour nous. Donc quand on compare un peu avec nos voisins, il y a une très belle dynamique. Et juste par rapport à ce que vous disiez, le fait que vous continuez à investir, ça relativise. Vous êtes en train de parler en ce moment, vous êtes en... Oui, oui. Voilà. Là, vous m'avez parlé de la norme, que ce soit Tunisie ou Algérie ou Cameroun. Ou, voilà, on regarde ça, voilà comment ça fonctionne. Mais après, il y a de l'arbitrage, voilà, vous continuez à le faire. Oui, oui, donc, oui. Si j'ai bien compris. Absolument. Non, on maintient un appétit. On est là, sinon je ne serais pas là tout simplement. Mais souvent, il y a parfois une frustration, je vois, d'entreprises tunisiennes, et je l'ai vécu au Liban, des entreprises libanaises qui sont très robustes, dont les fondamentaux sont sains, mais qui n'arrivent pas à lever du financement international à cause d'un contexte macroéconomique qui les dépasse. Voilà. Mais comme que parce que vous étiez au Liban auparavant. Voilà. Absolument, absolument. Donc on voit une bonne dynamique de notre activité en Afrique du Nord, et notamment sur l'année 2024, on va avoir investi un peu plus d'1 milliard de dollars. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, on va le publier dans pas longtemps. Ce qui m'inspire, et ce qu'on pourrait faire, je pense, plus en Tunisie, c'est l'activité marocaine qui est très portée par des projections d'entreprises marocaines sur le continent africain. Donc je ne sais pas si on va en parler, mais nous, on a sponsorisé le FITA, Financing Investment and Trade in Africa, donc un grand événement tuniso-africain qui a été organisé début juin. Et on l'a fait parce qu'on a vraiment à cœur de promouvoir cet investissement sud-sud. Si vous regardez aujourd'hui les IDE en Afrique, c'est 2% des IDE qui sont intra-africains. Donc c'est vraiment pas significatif, on peut croître, et les Marocains le font bien sur certains secteurs, notamment le phosphate. Donc on accompagne l'OCP en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de l'Ouest, mais il n'y a pas que le phosphate, il y a également par exemple le ciment. On a en client Simat-Simaf qui investit au Burkina, dans d'autres pays du Sahel également, et je pense que de ce que je vois en Tunisie, il y a un savoir-faire industriel qui peut très bien s'exporter. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, justement, savoir-faire connu, reconnu, et qui peut s'exporter, qui s'exporte déjà. Nous, on le voit, on suit souvent ce qui se passe en Comesa, dans l'Azlekaf. Aujourd'hui, la Tunisie fait partie de cette expérience pilote de 8 pays, et je pense qu'il y en a eu plus entre-temps, qui sont en train d'échanger aujourd'hui dans le cadre de la ZLECAf, dans le cadre de cette expérience pilote. Et je me rappelle, le Cameroun et même d'autres, leur première opération d'importation dans le cadre de la ZLECAf, c'était des produits tunisiens. Donc ça montre que c'est pas... Voilà, c'est le hasard. Donc je dis le hasard dans le sens où, voilà, dès qu'il y a eu la ZLECAf, première importation, c'est des produits tunisiens. Mais c'était pas un hasard, justement. C'est parce que les exportateurs tunisiens sont très actifs sur ces marchés. Donc statistiquement, il y avait cette chance, une chance sur deux, ou même plus, que ce soit des produits tunisiens. Et je pense même que Cameroun, les opérations suivantes étaient également des produits tunisiens. Bref, donc, et c'était des produits d'industriels tunisiens, et aujourd'hui qui s'exportent, on a pas mal de groupes qui ouvrent des usines donc, en Afrique subsaharienne ou en Afrique du Nord. Donc voilà, je pense qu'il y a de l'appétit, vous en avez aussi. Il y a de belles choses à faire, je pense, entre AFC et les PME tunisiennes ou les groupes tunisiens. Absolument. Nous, on est tout à fait prêts à accompagner les entreprises tunisiennes qui souhaitent s'exporter. On sait qu'il y a certains obstacles, notamment parfois le code d'échange qui est en cours de révision. Parfois, les investisseurs tunisiens... Qui a été adopté en Conseil des ministres. Mais absolument. Absolument. Et on a l'espoir que ce code d'échange donne un peu plus de latitude aux entreprises tunisiennes pour qu'elles puissent investir, ce qui implique de sortir des devises de Tunisie pour croître ailleurs. On regarde des projets intéressants, notamment d'entreprises tunisiennes qui se projettent en Afrique de l'Ouest. Et je vous rejoins, Wassim, je vois en Tunisie, et de toute façon c'est factuel, une capacité à produire à bas coût des produits de qualité. Je pense que vraiment la Tunisie se distingue sur le prix et la qualité qui fait une combinaison très attractive pour des marchés africains. Et quand je suis intervenue au FITA sur un panel sur l'industrialisation qui était le cœur de la conférence cette année, par exemple, le continent africain importe 80% de ses médicaments. À l'inverse, la Tunisie est autosuffisante à hauteur de 80% en médicaments. Donc il y a une carte à jouer intéressante qui est déjà investie par des entreprises tunisiennes et qui est, à notre avis, très porteuse.
Donc on peut accompagner les entreprises, que ce soit par des mises en relation, et on le fait vraiment de bon cœur. On est implanté dans 28 pays en Afrique, on a 700 professionnels sur le continent, donc on peut vous mettre en relation, on peut financer, et vous pouvez aussi bénéficier de nos publications. Donc typiquement, on a des rapports qui s'appellent rapports de diagnostic du secteur privé, où on met en lumière les opportunités d'investissement par pays. Mais ça, c'est public ou c'est pour les... C'est public. D'accord. C'est public. Et donc, on identifie à la fois les opportunités et les obstacles. Et les obstacles sont souvent de nature réglementaire et ça nous amène à nous engager avec les autorités de chaque pays pour les lever et faciliter la vie des investisseurs. Alors, un petit clin d'œil à la fin, même si on a abordé tout à l'heure, pour les startups. Donc, vous avez dit, bon, il y a Flat Six Lab, mais il y a peut-être d'autres initiatives, il y a Impact Partner, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses. Donc, dans ce sens, ça avait été au Big Tech, là, il y a pas longtemps. Enfin, voilà, vous essayez, tant bien que mal, d'être actif, d'être auprès des startups, même si c'est indirectement via d'autres structures, parce que, rappelons-le, les tickets sont assez importants de la suite. Donc, vous allez continuer sur cette voie ? Absolument, on va continuer. Encore une fois, donc les startups, nous, on a conscience de ne pas pouvoir intervenir directement au stade vraiment préliminaire de leur développement. On est plutôt un investisseur Series B, Series C dans le langage. Maintenant, on finance à travers le continent des fonds early stage, des fonds de venture capital plus largement, qui vont nous permettre de maintenir l'activité en Tunisie. Et je voudrais remercier les partenaires tunisiens qui ont accueilli lors du Big Tech et à côté une délégation libyenne d'entrepreneurs et start-upers. On leur a fait faire une visite de la Tunisie. Ils ont beaucoup appris de l'écosystème tunisien. Donc, je pense qu'il y a une projection naturelle de la start-up tunisienne vers l'Europe, qui est un gros marché, etc. Mais je voudrais répéter qu'il y a des opportunités à saisir sur le continent qui peuvent être très intéressantes et très porteuses. Merci beaucoup. D'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Salam Olsi, je rappelle, directrice là ici en Tunisie. Merci beaucoup Wassim. À bientôt. أخذوا معنا مستمعينا فاصل قصير مع الأخبار سهيلة حاضرة ونايمة وراجعين بعد شوي.